Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Donc je suis illustrateur, je fais de la bande dessinée, du comics, j'ai travaillé dans le jeu vidéo en tant que concept artiste, j'ai cofondé le studio de jeux vidéo Downtown Entertainment et travaillé avec l'équipe clé de développement visuel de Marvel Studios. Qui suis-je ? Qui je suis ? Et bonjour, Alexis Briclot. Hello. Je vais pas aussi bien comment Julien Lepers. Ouais, c'était moyen, j'avais pas répété. On est ravis en tout cas de te recevoir pour parler de plein de choses, notamment l'exposition Super-héros et compagnie qui est en ce moment au musée de la bande dessinée d'Angoulême, consacrée à l'univers et aux grands super-héros Marvel. C'est jusqu'en mai 2025 et t'es l'un des illustrateurs français les plus connus dans le monde, je peux le dire, travaillant, tu le disais, dans les jeux vidéo, les cartes Magic, les studios Marvel. On te doit, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais notamment le costume d'Ella dans Thor Ragnarok. Tu es aussi le concept artiste de Captain Marvel, d'Avengers Infinity War, et tu as dessiné les costumes de voyage dans le temps pour Avengers Endgame. Est-ce que j'ai bon ? Il y a un petit peu de tout ça, oui. Il y a un petit peu de tout ça. D'abord, avant de rentrer, j'allais dire, dans le cœur du sujet, explique-nous ce que c'est d'être concept artiste. Parce que ça peut être assez abstrait pour un public français. Alors effectivement, oui, ça a trait au dessin, forcément, à la conception visuelle, et c'est, on va dire, de l'art conceptuel, c'est le travail préparatoire, presque séminal, je dirais, qui va servir à développer des costumes, un décor, un univers visuel, que ce soit pour un jeu vidéo ou un film. En gros, comment je pourrais résumer ça ? Ouais, c'est ça, c'est un petit peu les dessins de préparation, les dessins de création qui vont guider. Dans un jeu vidéo, ça va être créé ensuite en 3D. Les personnages vont être modélisés par des artistes 3D, voilà. Idem pour les environnements. Et pour les films live comme Marvel, ça peut être soit des images de synthèse ou alors effectivement des costumes qui vont être créés en vrai par des artisans costumiers. C'est-à-dire que tu les dessines, tu les imagines et puis ensuite tu donnes comme des plans d'exécution, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, il y a un petit peu de ça, effectivement. C'est trouver le ton. Alors il y a plein de particularités puisque... parfois je travaille sur des personnages où l'acteur a été casté, d'autres fois c'est pas le cas. Du coup, à moi de respecter l'anatomie, on utilise souvent des photos pour la ressemblance parce que voilà, ça s'imagine pas. Il y a prendre en compte effectivement la mobilité du personnage, son caractère. Je dois faire mes devoirs. Du coup, ça m'est arrivé de travailler sur des personnages sur des acteurs comme Bill Murray. Où là je fais attention parce que j'ai travaillé sur des acteurs qui au final ne sont pas dans les films, donc parfois j'ai passé des semaines sur des personnages et comme je disais, l'histoire c'est faire mes devoirs, c'est-à-dire comprendre aussi, tu vois, les particularités, pourquoi on appelle ça des acteurs qui sont casting driven, des personnages qui sont casting driven, c'est-à-dire c'est l'acteur aussi qui va guider le développement du personnage. Par exemple, si on prend Bill Murray, on sait qu'il a des caractéristiques de jeu qui sont assez particulières, donc moi je dois réfléchir à, entre guillemets, tu vois, un costume qui corresponde à son anatomie. Juste avant, je travaillais sur un autre acteur potentiel pour le même personnage qui était petit, rondouillard, et tout d'un coup, voilà, il y a Bill Murray qui pop et il faut réadapter complètement le costume. Et effectivement, il y a un truc qui est différent avec l'illustration, c'est que le concept art, c'est pas réellement la finalité. Ça s'inscrit dans une logique de production, une grosse dynamique, une grosse machine, on va dire. Et en gros, à moi de faire aussi des visuels qui soient ultra sexy, qui seront peut-être montrés publiquement ensuite, qui séduisent l'équipe. Pour un film, ça va être le réalisateur, les producteurs. Donc en fait, voilà, il y a un degré d'exigence, surtout chez Marvel Studios, là, ou même dans n'importe quelle grosse prod de jeux vidéo, assez poussée. Mais quelque part, en fait, c'est juste une participation au travail de développement de l'œuvre. Et le principal, en fait, la finalité, ça va être une expérience complète, que ce soit un jeu vidéo ou un film ou une série télé, et pas une illustration, voilà, où on est en solo et c'est l'illustration entre guillemets qui suffit presque à elle-même à la fin. Si je dis pas de bêtises, ça fait une quinzaine d'années maintenant que tu bosses pour Marvel ? Non, un petit peu moins. Mais par contre, en fait, j'ai travaillé pour le studio, donc avec l'équipe clé, la VizDev Burbank, donc ça sur les films. Mais auparavant, j'ai travaillé donc par intermittence, mais j'ai fait pas mal des couvertures de comics pour Secret Avengers. J'ai dû faire Thanos Imperative, Annihilation Conquest, qui a eu pas mal de succès. Puis j'en oublie sans doute, j'ai dû en faire d'autres à côté. Et comment ça a commencé tout ça ? Comment on commence à bosser pour Marvel ? Est-ce qu'on envoie son petit CV ? Non, c'est un petit peu plus compliqué, mais je dirais que c'est un petit peu comme tout ce que j'ai fait auparavant. Moi, je parle dans ce cas-là de dynamique exponentielle, c'est-à-dire en fait, j'ai commencé à travailler sur un petit jeu de rôle, tu vois, à mes débuts, je sortais de l'école, donc c'était payé même pas en euros, en francs, 150 balles, donc tu vois, c'était avant la préhistoire, on va dire. Et petit à petit, t'es amené à travailler sur un jeu qui a un petit peu plus de visibilité, ensuite un autre, et je me dis voilà que c'est une
espèce, enfin, je l'ai toujours visualisé comme ça, envisagé comme ça. J'essaie de faire de mon mieux et en me disant que ça sera payant ensuite. Et là, pour Marvel, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, j'ai monté un gros studio de jeux vidéo. Donc, il y a des gens qui me connaissaient justement pour cette partie-là, directeur artistique. J'ai beaucoup travaillé pour le jeu de cartes Magic the Gathering. J'avais fait quelques comics pour Spawn. J'avais travaillé sur les couvertures de comics. Et du coup, j'ai été recommandé par rapport à mon profil, on va dire éclectique, par différentes personnes. Ça, je l'ai su après. Et le premier contact que j'ai eu, c'est un petit mail. Je revenais d'une soirée buvette avec des amis, je me souviens, j'étais un petit peu interloqué, j'ouvre mes mails tard le soir, et là je découvre une proposition en fait où ils me demandaient si j'étais intéressé pour être directeur artistique, donc m'occuper de la partie visuelle de toutes les séries qui étaient en développement pour Marvel TV, mais sur l'ancienne chaîne de streaming. Et du coup, on a avancé dans les discussions. Moi qui venais du jeu vidéo, j'ai toujours rêvé, fantasmé sur le cinéma quand j'étais gamin. Tu vois, je faisais des maquillages en latex à l'ancienne, je sculptais, je faisais des maquettes de vaisseaux spatials dans le jardin. C'était vraiment un truc, le cinéma qui m'inspirait beaucoup, surtout fantastique. Et du coup, il me demandait si j'étais intéressé pour venir travailler sur les séries télé. Il y avait un plan du lot là, de l'endroit à Burbank, là, à Hollywood. Il y avait quelques précisions. Donc oui, j'étais super intéressé. On a fait quelques échanges avec la productrice. Donc c'était sur les séries Daredevil, Defenders. Il y avait quoi, Punisher qui arrivait après. Oh, il y en avait 4 ou 5. Et du coup, je me souviens avoir préparé, ça c'est pour la petite blague, une série de questions. Et il y avait, est-ce que ça consiste, parce que voilà, je voulais avoir une définition du poste, savoir vraiment ce qu'ils attendaient, et je leur ai demandé, est-ce que ça serait travailler directement avec les showrunners ? Moi, l'écriture, depuis quelques années, c'est quelque chose que je fais très sérieusement en plus, enfin, c'est une extension logique pour moi, mais c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse. Donc, pour rappel, les showrunners, c'est l'espèce de garant de la vision d'une série télé. C'est un mélange de directeur créatif, de réalisateur, de producteur. Enfin, des fois, il peut avoir différentes casquettes, mais c'est lui un petit peu le référent principal qui va le donner le ton de la série. Et donc travailler avec les showrunners et les scénaristes. Elle me répond ouais, bien sûr. Ensuite, est-ce que ça serait de travailler directement avec les chefs costumiers ou costumières? Ouais, direct. Donc, enfin super quoi. Idem pour les costumes. Est-ce que ça serait parfois aller sur les plateaux de tournage? Il y a un petit truc fantasmatique avec ça, tu vois, fanboy. Et donc elle me dit oui, il y a des tournages à Los Angeles et puis à New York. Donc à chaque fois je cochais, je me dis oh la vache. Je sais qu'en plus, je le sais maintenant depuis, le cinéma américain et français, ils fonctionnent pas de la même façon. Mais il y a beaucoup de codes, il y a les guildes, et voilà. Et donc en fait, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais je me suis dit, en fait, autant battre le fer tant qu'il est chaud. Et j'ai fait un petit voyage à Los Angeles où je me suis fait super plaisir. J'ai visité plein de studios, justement d'effets spéciaux à l'ancienne. Donc, il y avait Legacy Effect, j'ai rencontré les grands sculpteurs, Rick Baker. J'étais fou, c'est une légende de la sculpture, des effets spéciaux à l'ancienne. Croisé Patrick Tatopoulos, là, le français, qui est production designer, réalisateur Justice League. Donc, c'était des fois des rencontres, des accidents, des choses que j'avais préparées. Et je me suis fait un vrai kiff, là. Et du coup, j'avais aussi prévu une visite donc des plateaux. Donc là, je suis allé sur les plateaux de Agent Carter et Agent of S.H.I.E.L.D., donc rencontrer la productrice avec qui j'avais échangé. Et à un moment, je me suis retrouvé, donc c'était avec mon ex à l'époque, et elle nous avait mis sur les 2 fauteuils, tu vois, les fauteuils hauts, là, avec le nom du réalisateur. Et en fait, on était juste derrière le réalisateur d'un épisode et du script qui était à côté. Les acteurs étaient en train de jouer. Le réalisateur s'est tourné en déconnant. Il me connaissait pas, hein. Il a demandé c'est qui. Enfin, je sais plus la vanne qu'il a sortie, mais en gros, on n'avait pas grand-chose à faire ici. Et je me suis dit, merde, c'est passionnant. Mais je regardais comment ça se passait. J'ai le souvenir, tu vois, un souvenir un peu flou de regarder la patine sur les décors. Et maintenant, en fait, la plupart des séries, enfin, comme dire, on filme au format HD, mais en fait, la réalité d'un décor, y a une notion de coût. Il faut produire vite aussi. Mais un décor cinéma ou série télé, parfois, c'est pas aussi beau que la réalité. On voit la patine, tout ça. Et je voyais les petits détails. Je me disais, putain, si mon rôle, c'est directeur artistique, qu'est-ce que je fais si je veux demander un changement? À qui je m'adresse? Parce qu'il y a vraiment un protocole à savoir. Idem, il y avait quelqu'un avec une machine à fumer derrière qui envoie la fumée pour densifier l'atmosphère sur le plateau, tout ça. Et je me posais plein de questions. Mais j'étais ravi. Hein. Je me disais, oh putain, ça a l'air génial et tout. Et donc, finalement, ça ne s'est pas fait avec cette portion-là. Mais j'ai rendu visite. Au même moment, j'avais entamé la discussion avec Andy Park, qui est un des leads de la cellule là, de développement visuel de Marvel Studios. Donc maintenant, il a son nom sur les affiches. Là, c'est un sacré rêve d'enfant. Donc c'est avec lui et Ryan Menarding, l'autre lead, enfin le lead du studio que j'ai travaillé pendant 7 ans.
Et donc, j'ai contacté Andy, qui a fait du comics aussi. Alors, super marrant, il a un profil hyper particulier. C'est-à-dire, il n'avait pas fini ses études et il a bossé sur le comics Tomb Raider, qui a été une des plus grosses ventes quand il est sorti. Il s'était promis de continuer ses études, mais en fait, il les a jamais finis, puisqu'il a été emmené après sur un énorme studio dans un énorme studio de jeux vidéo, la Santa Monica, pour travailler sur la saga des God of War. Et ensuite, il a transité vers Marvel Studios. Et donc Andy m'a dit, ouais, voilà, je connais ton travail en illustration, j'aime beaucoup, est-ce que tu fais du concept art? Et en fait, je lui ai dit, bah oui, ça tombe bien, je fais ça depuis des années, j'ai des milliers d'exemples. Et donc, je lui ai envoyé un dossier avec des décors, des persos, voilà, l'autre facette dont on parlait avant, c'est illustration, comics, c'est une chose, mais le concept art, une autre. Et en fait, ça s'est fait dans la foulée. Donc, je lui ai rendu visite et je crois que c'était plus c'était même pas une formalité, c'était juste pour se rencontrer, et puis voilà, visiter un petit peu les studios, c'est toujours un plaisir, quoi. Et puis, ça s'est fait dans la foulée, et donc, j'ai commencé ce travail-là sur Thor Ragnarok, et je sais plus si c'était en 2016 ou peut-être 2 ans avant la sortie officielle du film, un truc comme ça. Est-ce que tu allais la voir à l'Expo Marvel? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez fier aussi d'avoir quelques pièces. J'avais quelques visuels. Je crois que j'ai pas vu mon visuel tout de suite là. Enfin, bref. T'avais des couvertures notamment. Ouais, des couvertures, voilà. Et puis oui, il y a un paquet de pièces. Xavier, entre autres, là, le directeur de collection que je connais un petit peu, là, il a fait un super travail. Et tu te rappelles, toi, est-ce que tu as grandi en France, comme voilà, le petit français, comment tu as découvert tout cet univers-là? Alors, je suis français, ouais. J'ai vécu dans l'est de la France petit, donc très loin des États-Unis, et ça me paraissait logique maintenant, c'est-à-dire j'ai toujours eu une espèce d'énergie où j'y croyais qu'il allait se passer plein de choses, et puis je focalisais dessus. Et en fait, voilà, ça s'est fait. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Je dirais assez incroyable, j'en suis assez satisfait. Mais du coup, ouais, c'était très loin de tout ça. Alors, c'est marrant parce que là, juste avant de te voir, je suis allé, donc on est à la Cité internationale de la bande dessinée, et j'ai commencé l'exposition de l'ASF, je sais plus le titre. Plus loin, ouais, la nouvelle science-fiction. Ouais, voilà. Et donc j'ai juste eu le temps de faire le début, et il y avait des planches du Scramustache, je sais pas si ça te parle. Ouais. Et moi, le Scramustache, quand j'étais petit, j'adorais, avec les Galaxiens, là, ces petites créatures. Ouais, c'était magique, quoi. Donc ça m'a un petit peu replongé là, de voir les pages originales, une couverture et tout, là. Petit choc, là, très très cool. Donc ça, c'était grosse influence. Il y avait tous les dessins animés, certains mangas, là, les Chevaliers du Zodiaque, là, le Club Dorothée, ce qui nous rajeunit pas. Mais ce qui est plutôt d'influence, en l'occurrence, asiatique, japonaise, manga. Et un autre truc marquant aussi, tu sais, des fois, c'est des gens, sans le vouloir, qui vont planter une petite graine, en fait, en toi, une envie. Et en fait, j'avais un voisin beaucoup plus vieux que moi quand j'étais vraiment petit... école maternelle et puis début de l'école primaire, qui avait plein de jouets Star Wars, qui avait des comics Strange, Spécial Strange, je prononce à la française, hein. Et Daredevil, tout ça. Et donc en fait, il me racontait les histoires et j'avais pas eu accès, si tu veux, j'avais pas vu encore les films, ni lu les comics, mais il me parlait de Iron Man, il me parlait de Daredevil, il me parlait de Spider-Man. Je me souviens, on allait jouer c'est marrant, tu vois, il y a des souvenirs qui remontent, c'est une thérapie là. Et on allait jouer dans un champ de maïs à côté, je me souviens que les maïs étaient plus grands que nous, on pouvait se cacher dedans et tout. Et du coup, on faisait des scénarios à partir de ça. Et donc, je pense que, tu vois, il y avait un truc, il était plus grand, il me parlait de tout ça, c'était inconnu, ça avait l'air magique, sexy, tu vois, il se passait plein de trucs, les personnages avec leurs super pouvoirs. Du coup, je pense que ça, tu sais, préparait le terrain au fait que je sois hyper réceptif à ça plus tard. Et il a dû se passer plusieurs années. Et je crois que c'est en vacances, en fait, voilà, ouais, c'est ça, dans les Alpes. Mon père m'a acheté des revues françaises, là, donc les Strange, Spécial Strange avec les X-Men, et je me suis pris une calotte, ça m'a énormément marqué. Je dessinais déjà beaucoup, et du coup, ça m'a influencé, j'ai dû recopier, tu sais, on passe tous par là, recopier pas mal de choses. Mais je me souviens notamment, je crois, du premier comics que j'avais récupéré, en français, la Spécial Strange 63, scénario de Chris Claremont, dessin de Marc Silvestri, qui était absolument incroyable, là, ancrage de Dan Green. Et en plus, il y avait, tu sais, la problématique, la thématique des X-Men, le côté des gens différents. Il y a le rapport avec le racisme, l'ostracisme. Il y a aussi, j'étais ado ou jeune enfant, il y a ton corps change, tu grandis, tu te sens souvent mal adapté. Voilà, du coup, il y a une résonance avec ces personnages-là. En plus, eux, sauf qu'à contrario, ils sont extrêmement puissants. Bon, il y a toujours le revers de la médaille, mais ils ont des pouvoirs fantasmatiques. Colossus, super baraqué, qui se transforme en bonhomme de métal. Il y a Psylocke, là, qui peut lire dans les pensées. L'autre qui va balancer les flammes. Et du coup, en fait, il y a un petit côté avec le fait de bosser sur les films Marvel, il y a un petit côté pour moi, la boucle a été bouclée. Et en fait, j'ai aussi un petit avantage, c'est que je connais pas mal l'univers Marvel, j'ai de l'appétence pour, et j'ai beaucoup de respect. Il y a énormément de créations qui m'ont marqué, que je trouve super intéressantes. Du coup, je me force pas. Comme je le dis dans mon job, en fait, parfois...
Et souvent, je dois aussi faire mes devoirs, comprendre ce que le réalisateur il veut. Parfois, j'ai très peu d'informations. C'est à moi de lire entre les lignes et de faire des propositions qui soient efficaces. Et du coup, le fait de connaître le matériau et d'être en résonance avec, ben, ça m'avantage énormément, quoi. Parenthèse, mais tu avais bossé sur Comment je suis devenu un super-héros, le film de Douglas aussi, ouais. Attal. Ouais, j'ai un super souvenir, ouais. Donc c'est un film français qui a été développé, adapté d'un film de Gérald Bronner. Et ouais, super collaboration avec le réalisateur, là, Douglas. Et c'est marrant parce que voilà, c'est pas du tout le même fonctionnement qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai eu parfois, tu vois, des contacts directs avec certains des producteurs. Il y a Kevin Feige, il y a Louis Desposito, là. Donc c'est des producteurs énormes à Hollywood. Ouais, tu vois, un truc qui m'a marqué, c'est, je crois que la franchise Marvel, donc il y a 34 films et peut-être plus avec les séries, et en fait, ça représente plus en termes de box-office et de poids, on va dire, que la franchise Star Wars et Harry Potter réunis. Ça, moi, ça me bluffe. Moi, j'ai grandi avec, pareil, Star Wars, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et du coup, oui, pour revenir à ça, c'est que j'ai rarement, tu vois, des contacts directs avec le réalisateur. Et là, du coup, avec Douglas, c'était cool parce que c'était. Bon, c'est pas le même budget aussi. Effectivement, on est sur des contraintes beaucoup plus limitées. Et du coup, ouais, je crois que le premier rendez-vous, on s'était vu au café. Il habitait pas très loin de chez moi. Et il m'avait envoyé le script auparavant que j'avais annoté. Et j'ai le souvenir un soir de lui envoyer mon taf, là, de pencher sur un truc. Et je l'appelle juste sur le chemin du retour entre chez moi, enfin, entre là où je travaille et ma maison. Et en fait, il me dit j'en ai les larmes aux yeux, là où j'ai les poils. Là. Enfin, en gros, ce que je lui avais fourni dans la journée, là, ça correspondait à sa vision. En tout cas, ça le nourrissait suffisamment pour qu'il ait des émotions très fortes. Et du coup, moi, des émotions fortes, je les ai aussi. Je dis, mais c'est cool, c'est génial. Enfin, du coup, ça donne une énergie. T'as l'impression de faire quelque chose qui compte, qui importe dans le processus créatif. Ouais, c'était vraiment cool, cette expérience. Dans les années 2000, tu as aussi bossé sur ta propre série BD, Spawn. Ouais, donc Spawn, c'est un personnage aussi créé par Todd McFarlane chez Image Comics. Donc j'ai eu 2 super opportunités là, de faire 2 graphic novels, sacrée expérience pour moi. Et du coup, j'ai fait ces 2 graphic novels qui ont été assez longs. J'ai utilisé 2 styles particuliers. Sur le second, c'était en full digital. J'ai essayé de faire un truc peint, on va dire, très détaillé, trop peut-être, je le ferai plus du tout comme ça. Et le premier, c'était des pages en traditionnel, c'est-à-dire je les faisais en noir et blanc et je les passais en couleur derrière. Je me souviens que McFarlane m'avait demandé si je voulais pas travailler sur le titre Spawn, le comics. Et donc là, je me suis pris une claque énorme. C'était peut-être les prémices de ma technique de réflexion, tu sais, poser les choses sur une page, faire une liste, les pour et les contre. Et du coup, j'ai mis les pour et les contre dans 2 colonnes différentes. J'ai été faire un tour du pâté de maison pour m'oxygéner et réfléchir. Et en fait, non, je me voyais pas le faire parce que j'étais pas assez rapide pour produire des pages à un rythme mensuel, 24 pages mensuelles en noir et blanc ou avec la couleur par mois. J'avais pas du tout la technique adaptée. Ça, c'était ça, un sacré challenge. Plus, moi, je suis super éclectique et à l'époque, j'aimais bien, même encore maintenant, tu vois, varier les plaisirs. Et je me dis, j'ai pas envie de signer pendant 1 an et faire que de la bande dessinée. Voilà, j'avais des projets, je travaillais sur des jeux vidéo, de l'illustration, différents jeux, un petit peu de BD ici et là. Donc, j'ai décliné. Mais ouais, non, j'ai vraiment apprécié ce truc-là. J'ai aussi bossé sur quelques BD franco-belges. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais la BD, ça paye pas forcément super bien. Mais moi, c'est un médium que j'adore. Et je travaille actuellement sur un très gros graphic novel que j'ai scénarisé. J'ai peut-être dû faire 70%. Je n'ai pas signé encore à l'heure actuelle parce que en fait, j'ai fonctionné pendant des années comme un mercenaire, que ce soit, tu vois, jeux vidéo, ma boîte, cinéma, tout ça. J'ai déjà sorti aussi des comics où ils avaient été annoncés. Et le deuxième Spawn, par exemple, il a été annoncé publiquement. Et en fait, j'avais pas fini la BD. Et j'ai reçu quelques courriers. Je m'en souviens d'un où il me demandait où est-ce que la BD va être retirée. Elle doit être sold out parce que j'arrive pas à la trouver. Et en fait, j'étais là, non, je pouvais pas le dire, mais en fait, j'ai pas fini les pages. Et donc, du coup, je sais que sur un nouveau projet, là, je vais attendre le momentum, le bon moment d'avoir fini la bande dessinée. Et puis aussi de travailler avec l'éditeur et que tu vois, c'est hyper important, les représentants, la distribution. Et donc, de travailler avec tout le monde pour avoir la meilleure visibilité et que tout le monde soit dans la même énergie. C'est le projet autour des baleines tueuses ? Oui, comment sais-tu ? Tout à fait, c'est ça. Donc il n'y a pas d'éléments fantastiques, il n'y a pas de super-héros. Donc ça va vraiment me changer. J'ai fait un gros travail d'écriture, comme je le disais, à quelque chose qui me passionne. J'ai eu plein de feedback aussi d'amis pros, scénaristes dans le cinéma, des auteurs BD aussi, là, qui m'encouragent grave. Où je sais que j'ai quelque chose de... Il y a une copine qui m'a dit qu'elle était presque en train de chialer en lisant mon truc. Donc quand j'ai ça, tu vois, je le mets dans une petite boîte. Et quand c'est dur, parce que la BD, c'est un long marathon, et je sais que j'ai ces petits échos là par rapport à juste le scénario. Parce que ouais, je l'ai vraiment envisagé comme un truc de schizophrène. Je travaille sur le scénario, mon thème, ma structure, le développement
des personnages, tout ça, et je pense pas à comment je vais l'illustrer ensuite. Et après, c'est la facette Alexis, illustrateur, BDaste, qui va devoir mettre en image. Et du coup, c'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée au sud de l'Australie, où pendant un siècle, dans une petite baie, la baie d'Éden, les pêcheurs chassaient la baleine bleue avec des orques. C'était une sorte de partenariat assez incroyable, qui n'arrivera plus jamais parce que la planète a changé. Du coup, il y a aussi un sous-texte écolo qui est quand même assez fort dans cette BD-là. Et du coup, là, le décorum, c'est cette histoire de baleine. Même si j'ai plusieurs trames narratives, il y a quelqu'un qui va faire une recherche aujourd'hui. Il y a un autre fil narratif en début 1900. Il y a aussi un livre dans le livre, je me suis pris pour Alan Moore. Il y a une réflexion avec James Cook et la colonisation, tu sais, du continent austral, parce que ça parle des racines. Et oui, en fait, voilà, le sujet, c'est le deuil et la question que ça pose en filigrane par rapport à nos origines et savoir d'où est-ce qu'on vient pour pouvoir se construire. Et ouais, ça, c'est un petit peu le cœur du projet. Et on découvrira ça avec intérêt quand il sera signé et qu'il sortira. Dire aussi qu'il y a un gros livre, alors j'ai oublié la référence, mais qui vient de sortir sur tout ton travail, je vais te laisser citer le titre. Multiverse, aux éditions Huggin Menin, qui est sorti il y a très peu de mois là. Et donc c'est une grosse monographie, une collection, le best-of d'un petit peu tout ce que j'ai pu faire en illustration avec quelques pages BD, également concept arts. Je crois qu'il y a plus de 270 images, je ne sais plus s'il y a 270 pages. Oh, c'est un bon gros bouquin en tout cas. Ouais, bon gros bouquin, bien super complet. Copieux, j'en suis super content. Donc voilà, Multiverse aux éditions Huggin Menin. Et on vous encourage à découvrir ce livre et à venir voir l'exposition Super-Héros et compagnie qui est à la Cité de la BD au musée jusqu'au mois de mai. C'est le moment, Alexis Briclot, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Bah, il faut. La première BD que tu as lue ? Alors je sais pas exactement, il y a dû y avoir du Tom Tom et Nana dans J'aime lire, ce genre de choses, mais j'ai envie de reparler parce que tu vois c'était le petit coup de cœur là, et puis ça colle avec une des expos que vous avez ici là, le Scramustache par Goz. Et j'ai le souvenir qu'à l'époque, tu vois, dans mon petit village là en Lorraine, il y avait le bibliobus qui passait, je sais pas si ça te parle, c'était un bus. Une bibliothèque ambulante. Voilà, quoi. Exactement. Et donc, je crois que je sais plus, c'était une fois par semaine ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, et ben tu pouvais aller récupérer des nouveaux épisodes, des nouveaux albums du Scramustache. Ça, c'était un petit moment d'excitation qui était cool. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps ? Voilà, je pense à... Ouais, il y en a plein. Hein. Désolé pour toutes celles que j'oublie. Là, je pense à Akira d'Otomo, qui est quand même un sacré pavé et un travail monstrueux. Je suis retombé dessus il y a quelques temps et je regardais à nouveau. Tu sais, donc c'est un manga qui est paru de façon donc, hebdomadaire. Et en fait, quand il a fait l'album relié, il a fait un travail de maniaque parce qu'il a tout remonté. Comme un monteur au cinéma, il a repris ses petits ciseaux. Parfois, il a déplacé des séquences. Il a travaillé, mais avec une minutie. Je parle même pas du dessin. Enfin, il y a le dessin, il y a l'écriture. C'est un postulat de SF super intéressant. Mais ouais, en le relisant, je me suis dit, oh, quel travail de zinzin. Ah, puis si, bah tiens, une autre aussi. Voilà, je t'ai dit, je suis bavard. Tu commences à tricher. Merde, oh, c'est juste pour aussi Gardons, pousser les parce lecteurs. qu'après, j'ai la plus belle couverture de BD, par exemple. Ah merde, ça va peut-être pas rentrer, mais j'essaierai de recaser alors. Je pense à un truc... Oh, vache. Là, il y a plein de posters autour de nous, je regarde si j'ai pas une petite inspi. Bah, je vais te ressortir les mêmes trucs, c'est parce que je viens d'en parler là, mais je veux dire, la couverture de Spécial Strange 63, dessinée par Marc Silvestri et Dan Green. La plus belle case de bande dessinée. Oh là là, et après c'est quoi? C'est le plus beau phylactère, c'est ça? Bah, prends pas autre chose. La plus belle case. Alors je vais développer juste comme ça une petite réflexion. C'est par exemple sur mon deuxième album Spawn, donc j'ai utilisé un style très figuratif et très chargé. Je suis parti un petit peu comme un illustrateur, tout ça. Et je le savais déjà à l'époque, et j'ai bien affiné cette version-là, mais cette vision-là. Mais dans la bande dessinée, il y a un truc aussi que je trouve génial dans le langage bande dessinée, c'est le fait de pouvoir alterner. Tu sais, par exemple, tu as présenté le setting, là où ton action se passe, une case assez large, détaillée, qu'on comprenne où les choses se passent. Et parfois, il y a des vignettes qui sont magiques, c'est juste une histoire de pareil, de tempo, de tonalité. Tu sais, les Japonais font souvent ça, mais on retrouve ça aussi beaucoup dans la BD franco-belge, même comics. Tu sais, les personnages parlent et en fait on va juste avoir un insert sur une mouette qui vole.
Et du coup, la mouette, elle fait pas avancer l'histoire, elle raconte rien en fait. Enfin, elle raconte rien qui fasse avancer réellement le scénario, mais elle pose l'atmosphère, elle crée une respiration. Et du coup, parfois, j'aime bien, quand j'ouvre une BD, juste en la feuilletant, si c'est que des chants contre chants avec des personnages qui parlent, je sais que ça va me faire chier. Et par contre, la magie, c'est quand je vois que l'artiste, il est capable, ou elle est capable d'avoir géré, tu sais, des zones de tampons, des zones des respirations, même si le dialogue continue, mais une vignette, voilà, qui va présenter un objet, je sais pas, tu vois, un train suspendu, enfin le tram, le métro suspendu, qui n'a rien à voir directement avec ce qui se passe, ça j'adore. Donc j'ai pas d'exemple réel, mais c'est des choses que j'aime beaucoup. Ton super-héros préféré? Bah, je pensais à Daredevil, qui est une version, je trouve qu'il a des parallèles. Donc c'est Batman, c'est chez DC, Daredevil, c'est chez Marvel, et sa particularité aussi, c'est qu'il est aveugle. Et donc en fait, il souffre d'une certaine cécité qu'il a compensée avec un pouvoir en fait exacerbé, là, ce qu'on appelle l'écholocation. Et donc il a une espèce de sens radar qui lui permet de percevoir l'environnement, de percevoir les pulsations en fait des personnages autour de lui. Et je kiffais déjà quand j'étais petit, et il y a eu tout un run qui a duré plusieurs années avec un super artiste, là, Alex Maleff, vraiment génial, et scénarisé par Brian Michael Bendis, qui était aussi le rédac chef de Marvel, qui est passé chez la concurrence depuis. Et je me souviens en fait d'avoir eu parfois des émotions fortes, et notamment par rapport à une vignette silencieuse, une pleine page silencieuse. Je sais plus, ça m'avait marqué. Je me demande si c'est pas un plan, tu vois, vu d'en haut de lui là, qui s'est pris plein de coups, qui est juste dans son lit. Donc il faut amener tout ça. Hein. Cette scène-là, elle n'existe pas. La vignette, elle n'existe pas toute seule. Hein. C'est tout ce qui se passe avant. Mais voilà. Et ton super-héros détesté? Le Homelander de The Boys, la série assez trash là, de super-héros. Et en fait, il a quelque chose d'assez particulier, puisqu'il est, à mon sens, il est détestable, il est horrible. Mais encore, ils ont fait un très très bon travail d'écriture, je trouve. C'est qu'en fait, il a été repris et il est énormément apprécié d'une grosse partie de l'alt-right aux États-Unis. Et du coup, c'est assez troublant, parce que eux, ils le lisent pas comme une caricature ou un personnage qui pousse les extrêmes, mais il répond à certaines de leurs problématiques. Il est détesté et aimé par d'autres personnes pour les mêmes raisons. Mais bon, là, ouais, on est sur un spectre politique opposé. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée ou de comics que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Oh si, je suis pas sûr qu'il ait eu un succès monstrueux. Enfin, l'auteur est assez connu parce qu'il a travaillé sur des comics mainstream. Enfin, ils sont deux. Il y a Michael Lark au dessin et Greg Rucka au scénario. Mais la BD que je kiffe de lui, là, que j'ai relu récemment, c'est Lazarus. C'est, je crois qu'il y a 8 tomes qui ont été traduits en français chez Urban Comics. Je n'ai pas d'action chez Urban Comics, hein, je fais pas la... mais ils ont fait du très bon boulot. Et ouais, je l'ai relu il y a pas longtemps et je trouve que c'est super bien mené, c'est de l'anticipation proche. Bon, mais en tout cas, ça donne envie. Donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à découvrir ça, à venir découvrir évidemment cette exposition à la Cité de la BD, Super-héros et compagnie, l'art des comics Marvel, et à se plonger dans ce multiverse qui vient de sortir pour découvrir ou redécouvrir toute partie de ton œuvre en attendant cette histoire de baleine tueuse qui nous fait très envie. Merci beaucoup en tout cas, Alexis, d'avoir joué le jeu. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.